Les affaires publiques n'ont plus de secret pour lui. Les vrais enjeux. Les vraies questions. Émotionnel ou rationnel? En accord ou à l'opposé? Les rencontres de l'heure. Anne Bureau, bonjour. Mario. Grosse nouvelle dans le monde international hier, lorsque l'armée israélienne a d'abord dit enquêter sur la possible mort de Yahya Sinwar, le chef du Hamas. Ouais. Quelques heures plus tard, a confirmé son décès. L'homme probablement le plus recherché par les services de renseignement israéliens qui leur échappait systématiquement depuis plus d'un an. Il s'est quand même caché depuis plus d'un an Ouais. dans un territoire tout petit que l'armée israélienne avait l'impression avait quadrillé de long en large. Mais la vérité, c'est que le Hamas existe encore, le Hamas a encore une vie et que sur un territoire aussi petit, plus petit que l'île de Montréal, avec toute la puissance d'Israël, et on a vu qu'ils sont redoutables, efficaces, incontournables, malgré tout ça, ils n'ont pas réussi à contrôler parfaitement les allées et venues des guerriers du Hamas et jusqu'à hier de son principal leader qu'ils ont tué, mais un peu par hasard. C'est-à-dire qu'ils ne l'avaient pas dans le collimateur parce qu'ils savaient que c'était M. Sinwar. Ils l'ont abattu parce que c'était une figure suspecte et c'est, comme tu le disais, après avoir fait enquête, après avoir confirmé par ADN qu'ils avaient leur homme au bout du canon, parce que c'est finalement un obus tiré par un char d'assaut qui l'aura tué. Et ça, je ne sais pas si ça clôt un chapitre, mais on peut avec certitude dire aujourd'hui la bataille du 7 octobre dernier, Israël l'a gagnée. Parce que lui était chef du Hamas, mais on l'identifie spécifiquement comme le cerveau, la tête pensante derrière l'attaque du 7 octobre. C'est certainement un des acteurs clés. Alors, évidemment, le leadership et la manière avec laquelle les choses sont faites au sein du Hamas, peut-être que les services secrets israéliens savent le dire. Je suis à distance incapable de répondre avec certitude qu'il était le seul responsable. Ce qu'on sait, c'est qu'en général, ce sont des hydres, c'est-à-dire que tu coupes une tête, puis il y en a d'autres qui repoussent. Donc, il y aura un leader du Hamas derrière M. Sinwar, évidemment. Mais ce chapitre-là, on disait aujourd'hui ou hier, peut-être que la guerre se termine. Alors, c'est ce chapitre de la guerre qui oppose les Israéliens aux Palestiniens, j'en doute. Et je réfléchissais à des réflexions que j'avais le printemps dernier avec Pierre-Olivier à TVA, et je lui disais, Israël est en train de perdre sa guerre, c'est-à-dire pas le combat, ni la bataille, mais la guerre. Et je me suis vraiment posé... La guerre de l'opinion publique mondiale. Là. Très certainement. Et à terme, celle qui fera que les Israéliens seront en paix et qu'une solution durable va être trouvée. Aujourd'hui, force est de constater que l'intelligence, le déploiement militaire, la capacité, les prouesses du renseignement israélien leur font à nouveau gagner la bataille. C'est une bataille très importante. On est dans la logique du talion, œil pour œil, dent pour dent. Puis je dirais qu'ici, c'est œil pour œil et dent pluriel ou dent... Enfin... Ouais. mais pour ceux qui rêvent un cessez-le-feu là, entre Israël et Gaza, entre Israël et le Hamas, le fait qu'on ait assassiné le cerveau, celui qu'Israël décrit comme le cerveau du 7 octobre, est-ce que ça pourrait nous rapprocher? Est-ce que ça pourrait faire dire à l'armée israélienne, bon, ben, on a coché toutes les cases de nos objectifs militaires, puis on remballe? Une partie de la promesse de M. Netanyahou a été remplie. Il avait dit qu'il couperait la tête à tous ceux qui étaient responsables de ce qui s'était passé le 7 octobre. Là-dessus, on peut dire mission accomplie. Il avait aussi promis de libérer les otages. Il y en a encore qui sont en captivité. À mon avis, ils sont plus en danger que jamais aujourd'hui. Là. C'est probablement qu'ils soient évidemment en danger. Plusieurs sont morts, dans la centaine qui n'ont pas été trouvés ou libérés. Ça faisait partie des promesses de M. Netanyahou. Rétablir un état de paix pour Israël. Alors évidemment, proportionnellement, les dommages en Israël par rapport à ce qui se passe ou au Sud-Liban ou à Gaza sont incomparables. Mais il reste que c'est problématique. Et la question demeure entière. Qui va aujourd'hui avoir les rênes du peuple palestinien? Est-ce qu'on va redonner cette autorité à l'autorité palestinienne, qui était anciennement l'OLP? Parce qu'il faut voir que le Hamas... Avec une crédibilité limitée. Avec une crédibilité toute limitée, mais il faut voir aussi que le Hamas est aussi un peu le produit de la volonté politique d'Israël qui voulait diviser les Palestiniens pour mieux régner. On a laissé pendant très longtemps vivre le Hamas, on a laissé entrer des milliards de dollars pour nourrir le Hamas et faire en sorte justement que l'autorité palestinienne n'ait pas le pouvoir
qu'elle aurait dû initialement avoir pour négocier, pour être un interlocuteur valable face à Israël. Et la question demeure aujourd'hui entière. Et si on peut se réjouir en Occident, aux États-Unis hier, le président Biden qui disait « c'est une bonne affaire », cet homme avait du sang sur les mains indiscutablement, le Hamas considéré comme une organisation terroriste par le Canada et plusieurs pays occidentaux. Mais pour beaucoup de Palestiniens, ça sera un martyr de plus. Ouais, c'est donc pas réglé pour autant. Est-ce que ça pourrait être une occasion pour dire on cesse les hostilités, puis à tout le moins pour un temps, on essaie de trouver une solution pour vivre plus pacifiquement ensemble? C'est possible. Ça ouvre une fenêtre, là. Ouais. Il y a peut-être une fenêtre. Quand on parle de ça, là, ici, avec la population, comme avec le premier ministre, M. Trudeau, la réponse naturelle, puis ça pourrait être la mienne aussi, c'est de dire il faudra arriver à une solution à 2 États. Il faudrait qu'il y ait un État palestinien dûment constitué, puis dire ça fait bien. Là. Tu dis ça a l'air logique. Non, mais moi, je pose la question suivante. Est-ce que c'est seulement possible? Ben, mettons que ce le soit. En admettant que ce le soit, il y a ici une naïveté quand on en parle, parce qu'on semble sous-entendre que la création d'un État palestinien, ça serait un bel État démocratique, ils vont faire des élections, ils vont choisir un gouvernement, puis là, c'est un gouvernement qui va avoir un programme pour développer son économie, puis faire la paix avec ses voisins. Mais si la solution à 2 États, c'est qu'on crée un État palestinien, qui est une république islamiste, avec des fous de Dieu au pouvoir, qui ont, dans la constitution du pays, l'article 1, c'est « il faut détruire Israël », et qui dépensent l'essentiel de leur budget de finances publiques pour se réarmer pour la prochaine attaque contre Israël. C'est pas simple. Tu comprends ce que je veux dire, là? Évidemment. Et demain matin, nous, c'est sûr, on idéalise ça. On se dit, s'il y avait une solution à 2 États, on voit ça quasiment comme le Québec, il y aurait une Assemblée nationale de la Palestine. C'est pas la même dynamique. Ben, c'est ça, là. Disons que la détestation, s'il y en a une, entre certains nationalistes québécois et le reste du Canada n'est pas comparable historiquement et dans les faits entre ce qui fait que les Israéliens et les Palestiniens se garochent des pierres. Et le leadership palestinien, c'est une responsabilité. Mais il s'inspire beaucoup de l'Iran. Beaucoup du projet palestinien, c'est de créer une autre république islamique, non? Ben, là, c'est pas non. C'est évidemment inscrit dans l'histoire récente. Le Hamas était une des réponses parce qu'il a été élu, il faut le voir, en 2006, ma mémoire est bonne. On a gagné les élections. Des élections qui ont été contrôlées par la communauté internationale. Il y avait des représentants de l'Union européenne qui étaient là pour faire en sorte que cette élection soit validée. C'est une élection validée. Et à l'époque, elle invalidait l'autorité palestinienne, comme je le disais tout à l'heure. Donc, ça faisait en sorte qu'il y avait comme 2 autorités qui gouvernaient à 2 endroits différents, c'est-à-dire dans les territoires de la Cisjordanie et à Gaza. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut penser qu'il y aurait une autorité politique palestinienne capable de proposer à des éventuels électeurs, dans la mesure où on est capable de les organiser, un projet qui ne soit pas belliqueux? C'est difficile à dire. Et c'est pour ça que la solution à 2 États, qui est l'espèce de mode défaut de tous les gouvernements occidentaux, de Paris à Montréal. C'est qu'on simplifie ça, là. On simplifie, évidemment. Et l'histoire longue, depuis 1948, c'est des rapports guerriers entre la Palestine, les Palestiniens et les Israéliens. Est-ce que ce nouveau chapitre extrêmement sanglant qui s'est ouvert le 7 octobre pourrait mener à une solution politique, pacifique et durable? J'en doute. Ce qu'on avait choisi de faire à l'époque de M. Trump, c'est de court-circuiter carrément les Palestiniens. C'est ce que les Israéliens et leurs voisins arabes avaient commencé à faire avec les accords d'Abraham. C'est ce que l'Arabie saoudite s'apprêtait à faire avant les événements du 7 octobre. De normaliser les relations entre Israël et les autres pays, parce que au détriment de la Palestine qui soit isolée. Là. Et la vérité, c'est qu'il y a une mauvaise conscience arabe à l'endroit des Palestiniens parce que c'est une épine dans leurs pieds et que la démonstration a été faite que pour les Saoudiens, à terme, des relations normalisé avec Israël était probablement davantage dans son intérêt que de soutenir économique et politique, stabilité de la région, tout ça. Et c'est pas arrivé justement parce que le Hamas a fait un pari extraordinairement audacieux, coûteux en vie, c'est de forcer ses alliés historiques à dire on est obligé d'arrêter tout au nom de ce qui se passe en ce moment. On peut plus jaser amicalement avec Israël dans des conditions de guerre actuelles. Mais il y a une mauvaise foi de ceux qui sont les alliés historiques de la Palestine, les pays arabes, qui, dans les faits,
ne sont pas toujours des alliés. Il faut voir comment la Jordanie a traité les Palestiniens lors de Septembre Noir, quand ils ont été expulsés très violemment de Jordanie, parce que les Palestiniens devenaient, pour les autorités jordaniennes, insupportables, que le pays était ingouvernable. Ils ont été sortis aussi du Liban de la même manière, les forces de Yasser Arafat. Alors, ça n'enlève rien à la légitimité du peuple palestinien, mais ils sont un peu condamnés au limbe. C'est épouvantable comme destin pour ces civils. C'est parce que l'essentiel des gens dont on parle, c'est pas des gens qui rêvent de faire la guerre. C'est pas des gens qui rêvent de faire la guerre. Stéphane, merci beaucoup. Bonne fin de semaine. C'est dur d'en parler de ces choses-là. Et d'autant qu'à distance, on se dit c'est quelque chose de technique. Mais quand tu regardes les images et ceux qui sont là... Du monde, des enfants. C'est pas technique. Non. Bonne fin de semaine, Stéphane. Merci beaucoup. Merci beaucoup.